l'objet de ce webinaire est donc de vous expliquer dans quel cadre et quel esprit les exigences de ce référentiel ont été formulées. Donc, ce que je vous propose comme approche, on va faire très simple. Donc, on va parcourir le référentiel suivant les chapitres. On va prendre chaque exigence et puis si vous avez des questions, je vais d'abord vous expliquer avec Charlène si besoin la clarification, mais je pense qu'il y en a certaines, ça va être assez clair. D'autres, on imagine que vous allez avoir des questions. Et puis ainsi, à la fin, je pense qu'on aura parcouru tout le référentiel et vous aurez pu faire vos remarques et on aura essayé d'y répondre. Donc, comme le disait Nathalie, il est donc en concertation depuis le 31 mai. Donc, donc dans le référentiel, il y a un certain nombre de chapitres dans lesquels il y a des exigences, comme vous pouvez les voir, exigences PSC XX, qui sont définies. Donc, ce sont ces exigences-là que nous allons vérifier et que nous vous demandons de suivre si vous intégrez donc ProSanté Connect. D'accord ? Alors, je vais passer sur qu'est-ce que ProSanté Connect. Je pense que tous ceux qui sont ici ont au moins entendu parler, voire l'ont déjà intégré. Donc, c'est un fédérateur d'identité des professionnels des secteurs sanitaires, médico-social, qui en fait s'appuie sur le répertoire partagé des professionnels de santé. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. ProSanté Connect est disponible depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et il a donc son usage a été fortement accéléré avec la vaccination puisque c'est aujourd'hui le moyen d'authentification et d'identification des services liés à la vaccination. Alors ce qui est important, c'est qu'il permet d'homogénéiser et d'avoir une sécurisation de l'identification électronique des professionnels, notamment dans tout ce qui est parcours de soins et l'accès aux données de santé. On essaye aussi avec ProSanté Connect d'avoir une ergonomie et de répondre à des usages, j'ai envie de dire, qui sont des usages d'aujourd'hui. Donc la carte répond à énormément de choses. Elle répond notamment à la facturation. ProSanté Connect va permettre d'aller vers tout ce qui est mobilité et d'avoir comment on pourrait appeler ça, vraiment une homogénéisation de l'ergonomie, de l'identification et de l'authentification. De plus, ProSanté Connect va permettre aux fournisseurs de services de récupérer dans le jeton OpenID, puisque c'est le standard OpenID qui est utilisé, l'ensemble des informations que nous avons, nous, dans le répertoire partagé des professionnels de santé sur cet identifiant-là, celui qui vient de se connecter. Alors, à partir de janvier 2022, l'implémentation de ProSanté Connect sera obligatoire sur les services numériques en santé, nationaux et territoriaux, ainsi que sur les services locaux qui y sont fortement intégrés. D'accord ? On en reparlera. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez des précisions. ProSanté Connect a fait l'objet d'une homologation RGS. D'accord. C'est un service aujourd'hui qui est en disponibilité, qui est redondé sur plusieurs environnements et nous avons tout un plan de continuité d'activité, de reprise, etc., de toutes les exigences qui sont liées aux usages en santé et au fait d'être le point, j'ai envie de dire, central de l'identification et de l'authentification. D'accord. L'hébergement est assuré par un organisme d'importance vitale et qui apporte l'ensemble des réponses à ce besoin. D'accord. Un certain nombre de points de documentation qui sont liés, je vais y passer rapidement. Donc la documentation juridique, à savoir qu'aujourd'hui, donc API ProSanté Connect, donc ProSanté Connect est aujourd'hui sur API.gouv. API.gouv, c'est le point d'entrée aujourd'hui. Donc à la fin de cette concertation, ça sera le point d'entrée pour les nouveaux fournisseurs de services qui souhaitent intégrer ProSanté Connect. Ils vont sur API.gouv, ils recherchent l'API ProSanté Connect et grâce à ça, ils vont pouvoir postuler chez nous et donc pouvoir gérer leurs services. Donc on a un petit peu changé le parcours. Je ne vais pas le détailler là, sauf s'il y a des questions, parce qu'il n'est pas totalement finalisé en toute transparence. D'accord, c'est en cours. On travaille avec les équipes d'API.gouv pour que ce soit finalisé dans les jours qui viennent. Vous pouvez déjà faire vos demandes sur API.gouv, il n'y a pas de difficulté. Le référentiel d'interopérabilité sur lequel s'appuie ProSanté Connect, tout ce qui est MOS, NOS, donc tout ce qui est nomenclature, donc les liens bien sûr sur lesquels s'appuie ProSanté Connect. La plateforme IGC Santé, alors à quoi elle va servir? En fait, elle va servir, vous allez voir, il y a une exigence sur laquelle
on demande à ce qu'un certificat soit de l'IGC Santé soit intégré au fournisseur de services. On en parlera après. Donc ça, c'est le lien. Ensuite, il y a la documentation technique de ProSanté Connect, les conditions générales d'utilisation de ProSanté Connect, la nouvelle charte graphique de ProSanté Connect, donc qui est sortie le 1er juin, d'accord, et qu'il va falloir intégrer aussi. On en parlera aussi notamment sur les services qui sont déjà raccordés. Un lien vers les services raccordés à ProSanté Connect, de l'OpenID et puis un certain nombre d'implémentations qui sont officielles OIDC, donc OpenID Connect, et qui permettent d'avoir une solution compatible de notre service. Donc voilà globalement sur les références documentaires. Donc je vais continuer. Alors, on va directement aller au 2.3, hein, puisque le 2.1 est un peu un rappel. Donc sur participer, effectivement, sur 31 mai au 11 juin, il y a une concertation en cours. Donc les destinataires du document, ce sont vous, c'est l'ensemble des industriels qui sont impactés par l'intégration de ProSanté Connect. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous et il est important qu'on soit bien en phase sur ce qu'on attend dans les exigences de ProSanté Connect. D'accord. Alors on va les parcourir une par une. Donc l'exigence 1, donc c'est une exigence. Excusez-moi. Le fournisseur de services doit être une personne morale, entreprise, association, groupement d'intérêt économique, etc., de droit privé ou public immatriculé dans l'Union européenne. Voilà. Je ne pense pas que ça demande de clarification. Je pense que c'est assez clair. C'est un service qui est français, donc qui est dans le cadre de l'Union européenne. Donc je pense qu'il est assez clair. Cette exigence est assez claire et pas forcément extrêmement compliquée a priori. Le service doit être proposé en langue française. Voilà. Je passe aussi. Ça, je pense que tout le monde comprendra que c'est totalement évident. D'accord. Exigence 3, le service doit proposer à des utilisateurs professionnels intervenant dans les secteurs sanitaires, médico-social et social des fonctionnalités qui nécessitent leur identification électronique. Alors forcément, là, l'objectif, c'est de cadrer un peu les services qui pourraient mettre ProSanté Connect. Effectivement, on a un service qui est très intéressant puisque derrière, il donne une identité avec dans le secteur de la santé. N'importe qui ne va pas pouvoir intégrer ProSanté Connect. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt en termes d'usage et aussi une demande d'identification électronique qui soit importante et intéressante pour le service de santé. D'accord. L'exigence 4, le service doit respecter le règlement général de la protection des données et en particulier en ce qui concerne l'information des utilisateurs professionnels. C'est pareil, je passe, c'est assez bateau et évident, mais il est évident que dans un document officiel, on doit forcément décrire cette exigence. L'exigence 5, le service doit, lorsqu'il traite des données de santé, assurer leur confidentialité et leur intégrité tout en assurant leur hébergement dans des infrastructures certifiées à cet effet. Donc là, typiquement, on fait écho à tout ce qui est HDS, hébergement de santé. Donc on rappelle que ProSanté Connect, en fait, en gros, ne répond pas à la problématique d'hébergement des données de santé. D'accord. Donc il est évident que quand on met ProSanté Connect derrière, on doit de toute manière, si on héberge des données de santé, quand même se conformer à toutes ces problématiques d'hébergement des données de santé. Voilà. Je vais passer sur les descriptions particulières. Je vais vraiment me focaliser sur les exigences. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous avez vu dans les descriptions qui accompagnent les exigences quelque chose qui vous pose problème ou interrogation et que vous souhaitez décrire. D'accord? Exigence 6. D'accord? Le service doit prévenir ProSanté Connect en cas de changement dans les informations qui ont été déclarées à ProSanté Connect en vue de la candidature au raccordement. Alors, ça, c'est tout bête. C'est qu'en gros, on sait très bien que les services et l'informatique aujourd'hui, c'est très véloce, ça bouge beaucoup. Ce sont des choses qui évoluent quand même énormément. Il peut y avoir plein de choses. Votre service peut être acheté par quelqu'un d'autre, peut changer d'objectif, peut avoir des fonctionnalités nouvelles. Typiquement, il n'hébergeait pas de données de santé, maintenant il héberge des données de santé. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses lorsqu'on postule à ProSanté Connect dans les formulaires qui décrivent votre service. Si des informations changent, vous devez aller déclarer à ProSanté Connect qu'il y a eu un certain nombre de changements. C'est pas forcément extrêmement dimensionnant, mais c'est important. Je vais vous donner un exemple. Votre service, il est dimensionné pour 5 000 utilisateurs, puis tout compte fait, vous avez d'un coup un service qui va en demander 100 000.
c'est important. Alors nous, on va le suivre, mais c'est important que pour nous, on soit au courant, d'accord? Ne serait-ce que parce que derrière, on va avoir des systèmes d'alerte pour vérifier un certain nombre de choses. Mais ça va encore plus loin, ça va aussi sur le fait que vous avez un service qui s'adresse aux médecins, aux pharmaciens, et puis tout à coup, vous voulez répondre aussi aux masseurs kinés, ce que je vous souhaite, hein, si votre service augmente en fait sa cible, ben, c'est intéressant et c'est important pour nous que vous nous le signifiez. Et encore plus important, c'est si par exemple, la personne qui est responsable du lien avec ProSanté Connect, c'est-à-dire la personne soit administrative, soit technique, qui s'occupe dans votre service de l'intégration de ProSanté Connect, du suivi technique de ProSanté Connect, et bien cette personne-là, il faut que la nouvelle personne qui la remplace nous soit signifiée. Donc voilà, ce sont des exigences qui sont assez évidentes, mais qui pour nous sont extrêmement importantes, notamment quand on va être dans le cadre de haute disponibilité, quand on doit signifier qu'on détecte une anomalie sur quelque chose, qu'on ne comprend pas un comportement sur un service, il faut que nous, dans notre base qui décrit notre service, ce soit parfaitement à jour, au moins sur les informations qui nous sont nécessaires. Donc voilà pour cette exigence. Je pense qu'elle s'explique bien entendu, quoi. D'accord. Alors pour les modalités de raccordement, donc le 2.4. Celle-là, dans la plupart du temps, en fait, c'est assez évident parce qu'en gros, le fournisseur, donc l'exigence 7, le fournisseur de service doit être un client OpenID Connect. J'ai envie de dire, quand vous allez postuler et intégrer techniquement ProSanté Connect, évidemment, si votre client n'est pas OpenID Connect, ça va être un petit peu compliqué. Donc, c'est une exigence qui est évidente, mais pour le coup, on est obligé de la noter. Voilà, on ne fait pas autre chose que de l'OpenID Connect. Aujourd'hui, on fait de l'OpenID Connect. Donc, votre fournisseur de service doit être un client OpenID Connect. Alors, c'est une recommandation. Donc, on a séparé les exigences des recommandations. D'accord. Voilà, une exigence doit être absolument vérifiée. Une recommandation, c'est fortement conseillé. Et j'ai envie de dire, on risquerait de vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait. D'accord. Donc, le fournisseur de service devrait utiliser une implémentation parmi celles qui sont certifiées par la fondation OpenID Connect. Alors, pourquoi parce qu'avec le recul qu'on a aujourd'hui depuis donc 1 an et demi, on va dire réellement d'intégration, c'est vrai qu'on a assez souvent des problématiques quand un service choisit sa propre implémentation. C'est-à-dire qu'il implémente. Il est tout à fait possible, hein, en suivant le standard, d'implémenter sa propre couche OpenID. Cela dit, nous, ça nous demande un effort conséquent, ça demande un effort conséquent aux fournisseurs de services. Voilà, donc voilà, nous, c'est une recommandation et il pourrait vous être rétorqué au moment où on a un échange au moment du raccordement, si vous avez beaucoup de problèmes, qu'on vous demande pourquoi vous n'avez pas utilisé une implémentation. Il peut y avoir une justification, donc c'est pour ça que c'est qu'une recommandation, mais derrière nous, ça génère probablement du support et ça pourra expliquer que potentiellement, on pourrait ne pas arriver à converger. Voilà, il y a une vraie différence entre être conforme à un standard et conforme aux implémentations de ce standard. C'est parfois, je pense que vous qui êtes industriels le savez, c'est-à-dire qu'on peut avoir écrit quelque chose dans la norme, puis après l'avoir compris différemment dans l'implémentation, ce qui peut générer parfois des écarts. Voilà. Exigence 8. Le fournisseur de service doit respecter les flux standards OpenID. Voilà, c'est encore assez bateau, mais ça paraît, c'est assez évident. D'accord. Voilà. Alors, je continue. Voilà. N'hésitez pas à intervenir, je vois pas de questions, je pense que c'est les parties qui sont peut-être les plus évidentes. Alors exigence 9, le fournisseur de service doit utiliser les flux OpenID définis par ProSanté Connect. Alors tout bêtement, il est évident que nous, on répond, ce référentiel répond à des points, des endpoints, j'ai envie de dire, des flux OpenID définis par ProSanté Connect. Voilà, c'est une exigence qui est assez évidente, mais il est toujours bon de le rappeler. On ne répondra pas, par exemple, pour France Connect, et on ne répondra pas pour des points d'entrée que vous auriez modifiés ou que vous utiliserez à travers quelque chose d'autre. On ne répondra que sur les flux OpenID définis par ProSanté Connect, bien entendu. Exigence 10. Le fournisseur de service doit rafraîchir les informations d'authentification auprès de ProSanté Connect tant que l'utilisateur utilise son service. Alors, cette exigence, son objectif est très clair. C'est que au moment, en fait, quand on fait l'OpenID, je pense que c'est pour ceux qui ont déjà intégré ProSanté Connect, en fait, ce qu'on fait, c'est votre service, en fait, délègue l'authentification et l'identification à ProSanté Connect. Et donc, par un jeu réseau, j'ai envie de dire, un jeu de passement, de délégation,
ProSanté Connect a à un moment donné la main et récupère et réalise l'identification, l'authentification et redonne la main au service. Et ce service, en fait, utilise ensuite un jeton d'authentification. La problématique de ça, c'est que en fait, le jeton, j'ai envie de dire, si vous l'utilisez pendant 1 an, bah, votre jeton, si vous ne vérifiez pas son authenticité, il est toujours valide. D'accord? Donc forcément, il va falloir le rafraîchir pour que vous soyez toujours, j'ai envie de dire, serein quant à la validité de l'authentification que vous avez en cours. Pourquoi? Parce que ProSanté Connect, quand vous lui déléguez l'authentification, réalise un certain nombre de choses à côté. D'accord? Et donc j'ai vu la question là qui a été posée. Hein. Bonjour, quelle est la durée de validité du jeton par défaut? Donc typiquement, la durée de validité est importante parce que si vous ne revérifiez pas, au bout d'un certain temps, et je vais le décrire, le jeton ne sera plus valide au sens de ProSanté Connect, alors que pour vous, vous allez continuer d'utiliser. Voilà. Donc, il faut forcément le rafraîchir et c'est une exigence. Voilà. On demande à ce que ce soit une exigence. Alors, il y a une petite remarque qui a été faite. Vous la voyez ici, qu'on a rajoutée. On sait que dans des cas extrêmement particuliers, d'accord, parce que maintenant qu'on a une soixantaine de services en production, on a quand même vu pas mal d'architectures et de cas. On sait que dans des cas extrêmement particuliers, cette exigence peut poser problème. Euh, notamment sur des web SSO ou des fournisseurs d'identité qui se succèdent, du type on a un Lemon LDAP avec ProSanté Connect dessus qui va taper dans un SSO derrière, etc. Le refresh token peut effectivement être compliqué. On se laisse la possibilité, si la demande est justifiée, d'éventuellement lever cette exigence, mais ça c'est vraiment à titre d'exception. D'accord? Je rappelle, un ProSanté Connect, son objectif c'est pour vous déléguer l'authentification. À ce titre-là, il nous faut aussi un certain nombre d'informations pour pouvoir vous garantir la qualité de cette authentification. Et le refresh token, donc le rafraîchissement est quelque chose d'important. Voilà. Alors, je continue sur le bac à sable. Alors, 2.5, exigence 11. Le fournisseur de service doit avoir testé avec succès son service avec les endpoints ProSanté Connect bac à sable préalablement à toute connexion à la production. Alors, c'est une exigence extrêmement importante. Mais je pense que tous ceux qui aujourd'hui ont intégré ProSanté Connect, et on l'a vu avec les dernières demandes, ont parfaitement compris en fait la succession. C'est-à-dire qu'en gros, on a un environnement d'intégration complet qui s'appuie sur des identités de test. Vous pouvez commander des cartes de test, vous pouvez créer des ICPS de test, vous pouvez vous connecter, vous pouvez télécharger la ICPS bac à sable qu'il y a sur Android et vous pouvez donc vérifier la bonne intégration de ProSanté Connect, donc bac à sable dans votre service en mode test. Pourquoi on fait cela? Parce qu'effectivement, comme vous l'imaginez bien, en production, vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez un certain nombre de services qui accèdent à des données de santé, qui accèdent à un certain nombre de choses qui peuvent être extrêmement confidentielles. Il n'est pas question qu'on permette l'authentification avec des cartes de test ou des identités de test ou des essais sur la production. Donc en revanche, donc on met cette exigence, il est indispensable d'avoir testé sur le bac à sable avant, donc vous n'allez pas en production sans être rassuré sur votre intégration en bac à sable. En revanche, on vous met un service complet, d'accord, sur lequel vous pouvez faire l'ensemble des actions qui vous semblent nécessaires sur vos tests. Je rajouterais que il n'est pas possible de faire des tests en production. Quand je dis il n'est pas possible de faire des tests en production, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser des identités de test sur ProSanté Connect production. D'accord? Si vous intégrez, au moment où vous avez intégré le bac à sable, si c'est OK pour vous et que vous passez en production, j'ai envie de dire, vous devez nous faire confiance. Et si ça ne marche pas, vous retournez vers nous et vous nous posez les questions de pourquoi vous avez un écart entre le bac à sable et la production. Et à ce moment-là, on se débrouillera de faire en sorte que ça fonctionne comme vous l'aviez sur le bac à sable. D'accord? Maintenant, je pense que ceux qui sont présents et qui avaient déjà raccordé à ProSanté Connect savent que l'équipe ProSanté Connect est extrêmement réactive quand vous avez un problème sur le bac à sable et encore plus quand vous avez quelque chose qui fonctionne sur le bac à sable et qui ne fonctionne pas en production. Je pense que voilà, ceux qui ont affaire à nous, on peut voir qu'on était extrêmement réactifs et qu'on essayait de répondre au plus vite, au mieux à toutes les problématiques parce qu'on sait parfaitement que vous avez qu'on vous impose cette limitation aujourd'hui. Voilà, pour l'instant,
Je ne dis pas jamais. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Production. L'exigence ProSanté Connect 13. Le fournisseur de services doit contacter les endpoints de production ProSanté Connect production. Alors tout bêtement, bah, c'est voilà, en production, vous n'utilisez pas le bac à sable. Alors, vous pouvez mettre le bac à sable dans votre production, d'accord? Le temps de tester, si vous voulez tester, enfin si vous voulez faire ça, hein, pourquoi pas. Mais votre service, une fois qu'il est censé accepter ProSanté Connect Production, il n'accepte que ProSanté Connect Production. Il n'utilise pas bac à sable aussi, etc. D'accord? Voilà, on ne mélange pas les genres. OK? Paramétrage des requêtes. Le fournisseur de service, donc l'exigence 14, doit paramétrer des requêtes de token ID, token accès, suivant le standard OpenID. Exigence ProSanté Connect 15. Le fournisseur de service doit utiliser le paramètre OCR-value lors de la demande d'authentification avec la valeur EIDAS 1. D'accord? Le fournisseur, l'exigence 16, le fournisseur de service doit paramétrer ses requêtes d'autorisation avec les scopes OpenID et Scope All. Alors, c'est assez simple. C'est qu'en gros, la 15 et la 16, si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Donc, en fait, normalement, alors je sais qu'il peut y avoir des remarques. Le EIDAS 2 fonctionne aussi. D'accord? On vous conseille fortement d'utiliser EIDAS 1. D'accord? On peut rentrer dans le détail, mais voilà, 2 fonctionne et 1 fonctionne aussi. Mais dans les faits, il vaut mieux utiliser 1 pour l'instant. 2.8, utilisation des données du jeton, donc du jeton OpenID qui vous est fourni par ProSanté Connect. Le fournisseur de service doit utiliser le champ Subject Name ID pour récupérer l'identifiant unique de l'identité et référencer cet identifiant dans sa traçabilité interne. Donc ça signifie très clairement que le champ le plus important, d'accord, du jeton, celui qui permet l'identification unique, c'est le Subject Name ID. D'accord? Si vous en utilisez un autre, d'accord, on ne vous garantit pas l'unicité. D'accord? Alors, c'est pas qu'on vous garantit pas l'unicité, c'est pas ça. Mais j'ai envie de dire, n'utilisez pas le nom, le prénom ou une donnée d'exercice, etc. Le subject name ID, c'est ce qui permet dans le RPPS d'avoir vraiment un numéro unique. D'accord? Je pense que tous ceux qui utilisent déjà les identifiants RPPS sont au courant, parfaitement au courant de cette situation. Recommandation ProSanté Connect 2. Le fournisseur de service peut mettre en place un contrôle d'accès sur des attributs de l'identification électronique, profession, secteur d'activité. Donc c'est une recommandation, c'est pas forcément obligatoire, mais on vous conseille quand même d'aller regarder un peu ce qui se passe dans le jeton, dans les attributs et d'aller faire après un certain nombre de contrôles d'accès suivant les attributs. Typiquement, on va dire que la vaccination au début, ça a été que les médecins, puis ils ont rajouté les pharmaciens, les infirmiers, etc. En gros, ProSanté Connect envoyait un jeton et une fois arrivé sur le fournisseur de service, il y avait un contrôle qui était fait pour cela. Ensuite, alors, gestion et fusion des comptes avec d'autres systèmes d'authentification électronique. Alors, celle-là, je pense elle est très importante pour vous. Alors, c'est une recommandation, la recommandation 3. Le fournisseur de service peut utiliser d'autres systèmes d'identification électronique que ProSanté Connect. Donc là, ça répond à une des interrogations qu'on a dit tout à l'heure, notamment pour permettre à des utilisateurs professionnels non encore enregistrés au RPPS d'accéder au service et ou de pallier à des indisponibilités de ProSanté Connect ou de connexion réseau. Donc là, on ouvre la possibilité, évidemment, que vous n'ayez pas ProSanté Connect. D'accord? Alors, il est évident que cette recommandation, nous, on ne se l'applique pas en exigence à nous, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. D'accord? Notre objectif de haute disponibilité, elle est que ProSanté Connect fonctionne tout le temps, systématiquement. D'accord? Voilà. Donc, mais cette recommandation fait que vous pouvez utiliser, on ne vous demandera pas d'avoir un seul moyen d'autant, notamment parce qu'on ne répond pas à toutes les populations que vous avez en utilisateur, évidemment. Exigence 18, le fournisseur de service doit alors fusionner ses comptes autour de l'identifiant pivot RPPS afin de permettre à ses utilisateurs de ne garder qu'un seul compte dans l'outil, quelle que soit leur modalité de connexion. Alors cette exigence est importante parce que si on est dans un objectif d'avoir une ergonomie intéressante pour les utilisateurs, on impose que si vous mettez ProSanté Connect, d'accord, vous fassiez une fusion des comptes. Alors maintenant, comment vous faites la fusion des comptes? Dans les procédures de vérification qu'on est en train d'écrire, qu'on est en train de finaliser, mais voilà, on va vous demander de le montrer. On va vous demander de montrer comment vous allez fusionner les comptes. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de fusion de compte, ça n'a aucun intérêt et ça ne vous parle pas. D'accord? Mais si vous aviez déjà des procédures de santé qui ont par exemple un identifiant mot de passe aujourd'hui et qui passent à ProSanté Connect, nous allons vous demander comment vous faites pour que l'utilisateur fusionne ses comptes. Alors, ou comment vous faites, vous,
D'accord? Est-ce que vous le faites a posteriori? Est-ce que vous le faites avec une action utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a une page d'abord qui dit quel est votre autre compte? Est-ce que vous faites deux authentifications et puis au bout d'un moment, vous fusionnez les deux comptes? Ça, j'ai envie de dire, c'est votre ergonomie. En revanche, on va vous demander si vous avez des anciens comptes, enfin des anciens comptes, des identifiants d'une autre nature, de fusionner les comptes. D'accord? C'est très important pour l'ergonomie de l'utilisateur et pour qu'il se sente à l'aise dans l'identification et l'authentification. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Monsieur Fouché, que se passe-t-il avec les PS qui sont encore en numéro ADELI? Alors, c'est une très bonne question. Si je vais faire une petite parenthèse, vous savez qu'il y a une bascule, notamment des infirmiers fin septembre, qui passent de ADELI vers PPS, et donc avec un changement d'identifiant. Au sein de ProSanté Connect, on va fournir dans le jeton, et on est en train de définir exactement la construction du jeton pour ça, on va fournir la correspondance. Il est évident, et c'est une contrainte qu'on s'est imposée, que pour ProSanté Connect, un utilisateur, le jour de la bascule est à la date T, d'accord? Une personne qui avait une ICPS à T-1 aura une ICPS qui fonctionne à T+1. Voilà. Et elle pourra utiliser un identifiant ou l'autre. Et les fournisseurs de services auront en face la capacité de pouvoir récupérer l'ensemble des identifiants de la personne, c'est-à-dire l'identifiant à T-1, l'identifiant à T+1. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on vous fera des présentations là-dessus. C'est en cours d'évolution, c'est une de nos premières priorités aujourd'hui. Donc l'exigence 19, le fournisseur de service doit offrir à l'utilisateur la possibilité de se déconnecter, quel que soit le moyen de connexion utilisé à préalable. S'il s'agit de ProSanté Connect, le fournisseur de service doit déconnecter l'utilisateur à la fois du service et de ProSanté Connect. Alors, cette exigence, elle est très claire. Alors, très claire pour nous, peut-être pas pour vous, parce qu'on a déjà eu des retours sur des relectures internes. Euh, L'idée, c'est que vous puissiez, il y a un bouton de déconnexion sur votre service qui permet à l'utilisateur de se déconnecter, notamment de ProSanté Connect. D'accord? Et l'idée, c'est que vous n'ayez pas 50 boutons de déconnexion. J'imagine, je sais pas, je veux dire, vous avez France Connect, vous avez Google Connect, vous avez Facebook Connect et ProSanté Connect à côté. Vous n'avez pas un bouton déconnecté pour chacun. C'est bateau, mais vous n'avez pas un bouton déconnecté pour chacun. Si vous déconnectez d'un, vous déconnectez de tous, j'ai envie de dire, et vous déconnectez du service. Voilà. Chapitre 2.11 au niveau de la sécurité. Le fournisseur de service doit utiliser les informations de recardement client ID et secret fournies par ProSanté Connect. Alors, c'est évident, d'accord, mais si vous n'utilisez pas celle-là, ça ne marchera pas. Donc, forcément, voilà, n'en utilisez pas d'autres. C'est celle qu'on vous a donnée, d'accord? Alors, le fournisseur de service doit conserver le client ID et le secret au niveau d'un serveur, d'accord? Ce qu'on veut dire par l'exigence 21, c'est que le client ID et le secret qu'on vous a donné, que la l'ANS vous a donné pour vous connecter à ProSanté Connect, ne doit jamais être stocké localement à un appareil ou un device de l'utilisateur final. Jamais. Voilà. Jamais. Euh, donc c'est forcément sur un serveur. Alors ensuite, le fournisseur de service doit proposer un unique point de contact à ProSanté Connect. Alors, le fournisseur de service, donc on est bien, c'est pas un industriel n'a pas qu'un seul service, d'accord? Il peut avoir plusieurs services, mais pour chaque service, il y a un unique point de contact. On ne va pas donner 50 clients ID secret pour une seule application. Il y a un seul client ID secret par application, d'accord? En production, bien sûr, en production. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, vous êtes un industriel, vous avez trois ou quatre solutions. Vous pouvez tout à fait avoir sur vos trois ou quatre solutions. Donc, vous avez une solution pour les médecins, une solution pour les pharmaciens, une solution pour tous. D'accord? Ça vous fait trois solutions. Les trois solutions peuvent avoir un client ID et un secret. D'accord? Ce qu'on appelle un fournisseur de service, c'est à chaque fois une solution. C'est vraiment le fournisseur d'un service. D'accord? Le fournisseur de service doit communiquer avec ProSanté Connect via une connexion sécurisée, au minimum via TLS 1.2 par un certificat SSL Serv de l'IGC Santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'IGC Santé, d'accord? Si vous allez sur la plateforme IGC Santé, je pense qu'il va falloir qu'on vous accompagne un peu là-dessus. Aujourd'hui, ProSanté Connect, c'est un lien sécurisé côté serveur. On va demander à ce qu'il y ait aussi une authentification mutuelle avec un certificat côté client et on souhaite que ce soit notre IGC Santé qui soit utilisé. Donc pour cela, ça veut dire que du côté de votre serveur, quand vous allez contacter le endpoint ProSanté Connect, il faudra que vous mettiez un certificat SSL Serv disponible sur l'IGC Santé. D'accord? Donc là,
On vous accompagnera, je ne vais pas rentrer sur tout le parcours, c'est un parcours sur l'IGC Santé, de commande de certificat sur notre plateforme, par exemple, notre plateforme de certification. Et après, vous avez un certificat qui est lié à vous et vous l'intégrez dans votre système. Nous, ça nous permet d'avoir une authentification mutuelle avec un client ID secret derrière ça. Voilà. Exigence 24. Le fournisseur de services de type client lourd doit utiliser une autre méthode que l'intégration native d'un composant navigateur à l'intérieur de son applicatif pour le déroulé de la cinématique de connexion ProSanté Connect. Alors l'idée c'est quoi? On l'a dit pendant le webinar, spécifique aux clients lourds, pas de composant navigateur au sein d'un client lourd. Voilà, on n'a pas confiance en cette méthode, elle est fortement déconseillée en sécurité. Donc voilà, c'est une exigence, ce n'est pas possible. Le fournisseur de services de type client lourd doit utiliser un navigateur extérieur à son application pour la cinématique flux code d'autorisation de ProSanté Connect. Donc là, typiquement, c'est ce que je répète, c'est lié, c'est corrélé à l'exigence précédente. Vous ne pouvez pas utiliser un composant interne, donc vous devez utiliser un navigateur extérieur. D'accord? On fait beaucoup plus confiance à des navigateurs qui ont pignon sur rue et qui ont des énormes équipes de développement et de sécurité qui offrent des dizaines de milliers de dollars à des gens qui les attaquent tous les jours s'ils trouvent une faille, qu'à un composant qui est sur étagère qui n'est pas forcément mis à jour de la même manière, quoi. Voilà. Le fournisseur de service doit prévenir l'ANS sous 12 heures en cas de détection d'un incident de sécurité. Tout bêtement, vous avez un incident de sécurité sur votre système, vous devez nous prévenir exactement de la même manière que nous, on s'engage à vous prévenir le plus tôt possible quand on a un incident de sécurité sur ProSanté Connect. Voilà. On ne vous demande pas la même vélocité que nous. Et puis, c'est aussi quand vous le détectez. Hein. D'accord. D'accord. Alors, je passe au dernier point, parce que si je ne me trompe pas, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. 2.12, donc l'identité visuelle. Exigence 27, le fournisseur de services doit intégrer l'identification électronique par ProSanté Connect au même niveau que les autres modalités d'identification électronique proposées aux utilisateurs professionnels. En gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous ne mettez pas ProSanté Connect, vous ne mettez pas à un endroit login mot de passe, d'accord? À côté, alors excusez-moi, je n'ai pas d'action là-dedans, mais vous mettez Facebook, Google Connect, France Connect, et puis au fin fond d'une page, vous mettez ProSanté Connect. Non, vous le mettez au même niveau. On ne vous demande pas de mettre ProSanté Connect mieux qu'un autre, d'accord? Mais en tout cas, vous ne le mettez pas moins bien. Voilà. Exigence 28, le fournisseur de services doit utiliser l'un des éléments graphiques fournis par ProSanté Connect pour l'intégration ProSanté Connect conformément à la charte graphique de l'ANS. Donc ça, vous allez sur le site intégrateur, où vous avez un lien en début de référentiel. Je dois pouvoir vous montrer tout de suite. Hop, vous devez voir maintenant la page. Donc, vous avez une page sur la charte graphique et vous avez les boutons, les jolis boutons ProSanté Connect, un certain nombre de guides sur les pixels à suivre, le padding, etc., les bonnes utilisations, les mauvaises, donc celles qui ne seront pas acceptées. On a aussi des badges ProSanté Connect. Vous voyez, donc là, typiquement, on considère bien Facebook, Apple, Google, etc., et puis ProSanté Connect. Il n'y a pas de voilà, et une page de déconnexion globalement, voilà, avec des explications. Voilà. Donc, je vous invite à la lire, à la suivre. Il n'y a rien d'exceptionnel, rien d'extrêmement compliqué. On a essayé de penser au maximum de cas particuliers et de choses qui pourraient vous poser problème. On a rien de particulier. On a regardé comment on faisait Google, on a regardé comment on faisait France Connect, on a regardé tout ça et on n'a surtout pas fait quelque chose d'orthogonal. Donc, a priori, vous ne devriez pas être surpris. D'accord? Voilà. Je reviens sur normalement. Voilà, donc j'ai dû revenir sur le partage précédent. OK. Alors, donc le fournisseur de service doit respecter la charte graphique ProSanté Connect. Donc ça, c'est ce que je viens de vous présenter. Exigence 30, la dernière. Donc le fournisseur de service doit disposer de conditions générales d'utilisation et y insérer le paragraphe type sur ProSanté Connect, l'identification là. Et donc c'est ce paragraphe-là que vous voyez là. Donc il faut l'intégrer dans vos CGI. D'accord? Hop, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on a parcouru tout le référentiel, ça a probablement été un petit peu dense. Donc l'idée là, c'est qu'en gros, on vous a présenté le référentiel. Vous allez sur participer-isanté.gouv.fr, vous faites vos remarques. N'hésitez pas à les faire aussi sur nos pages de contact qu'il y a sur le site intégrateur. Et à ce moment-là, on prendra en compte, on vous répondra, on vous aidera et on vous accompagnera. C'est vraiment l'idée.